tout le monde à la session de cet après-midi. J'ai le plaisir de présenter nos deux présenteurs. Malheureusement, la troisième présentatrice, Héloïse, n'était pas en mesure de nous rejoindre aujourd'hui. Mais on a deux présenteurs. Olivier Sasseville, qui, je pense, vient tout juste de soutenir sa thèse de doctorat. Alors, félicitations, de doctorat en histoire à l'UQAM. Et sa présentation s'intitule « D'ordre nouveau au Front national, la construction d'un national-populisme français ». Et ensuite, nous avons Antoine Mazot-Houdin, qui est un doctorant au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Et sa présentation s'intitule « Un populisme sans frontières, représentation politique et sociale en milieu populaire en France et au Québec ». Donc, je pense qu'on a environ 20 minutes pour chaque intervenant et je vais vous donner le warning de 5 minutes à travers le chat, un chat privé pour vous alerter. Et donc, je pense on peut poursuivre l'ordre dans le programme, commençant avec Olivier. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci, merci Émilie, merci Frédéric Guillaume, merci FE, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Merci Antoine également. Donc, la présentation d'aujourd'hui va être directement inspirée en fait, de la thèse que j'ai défendue il y a 2 semaines à l'UQAM en histoire. Donc, en fait, une des questions de départ que je me posais, en fait, c'est de voir comment, alors que les succès électoraux des partis nationaux populistes vont être de plus en plus fréquents dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on pullule sur leur droite, en fait, des partis et des mouvements dont la radicalité va rappeler ceux de l'entre-deux-guerres, surtout dans le cas de la France des années 60. Donc, il apparaît comme évident que l'étude de leur développement historique, sous l'angle de l'étude des études sur le fascisme, va pouvoir nous fournir en fait certaines clés de compréhension de la résurgence de ces mouvements nationaux populistes-là. Donc, galvanisé, certes, le terme fasciste va constituer à la fois un outil conceptuel qui va aux définitions variables et une arme lexicale qui va être utilisée par des militants opposés à toute réémergence de l'extrême droite après la chute des régimes italiens et allemands. Donc, dans le contexte académique, le terme et l'outil conceptuel qu'il va représenter va susciter des vifs débats qui vont parfois obscurcir un peu les réalités tangibles des manifestations politiques de l'extrême droite. Donc, alors que pour certains, le fascisme devrait être réduit à minima et pour décrire en fait seulement son incarnation italienne, pour d'autres, le concept devrait s'étendre à un ensemble de mouvements et de partis qui vont partager un ensemble de caractéristiques communes. Donc, dans tous les cas, souvent, à travers la deuxième moitié du 20e siècle, surtout, le résultat de ces analyses-là va tendre à faire bifurquer un peu l'analyse vers des logiques un peu classificatoires qui vont inscrire l'analyse des formations politiques d'extrême droite dans une espèce de dichotomie un peu qualifiante-disqualifiante qui, à terme, va tendre à dresser un peu des frontières entre les différentes composantes de courants idéologiques, donc l'extrême droite, dont les lignes de démarcation m'apparaissent en fait comme significativement plus fluides que ce que l'on essayer de montrer en fait l'historiographie. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'en élargissant les limites définitionnelles du fascisme, puis en appliquant ce que beaucoup de gens ont appelé une normalisation méthodologique à ces mouvements-là, on peut espérer en fait décloisonner un peu les études de l'extrême droite pour ainsi déplacer le point focal qui est habituellement axé sur les différences entre les divers courants vers plutôt l'étude des similitudes et des continuités entre ces mouvements-là. Donc, de cette façon-là, on espère en fait suggérer une approche qui va redonner une valeur heuristique au concept de fascisme, tout en proposant des pistes de compréhension qui vont inscrire l'action des mouvements d'extrême droite dans des mouvements d'extrême droite nationaux populistes de la deuxième moitié du 20e siècle, donc dans le cas qui nous intéresse d'Ordre nouveau et du Front national, dans l'histoire des mouvements ayant donné naissance au mouvement fasciste de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans la présentation, on va voir dans un premier temps vraiment un retour bref, en fait, pour situer un peu de quoi on parle, donc de l'histoire de la création d'Ordre nouveau, pour ensuite voir quelques écueils des études sur le national-populisme dans le cas français, et pour voir de quelle façon, en fait, les études sur le fascisme vont pouvoir nous fournir des pistes qui vont être intéressantes quant à la compréhension de l'avènement du Front national au sein d'une structure qui était celle d'Ordre nouveau. Donc, pour faire assez court, en fait, le mouvement Ordre nouveau va être créé à la fin des années 60, donc en 69 pour être plus précis, mais il va être créé des cendres d'une foule de partis et de mouvements un peu éclectiques de l'extrême droite de l'époque. Donc, on va évidemment trouver des anciens de l'Algérie française, donc de l'OAS, il va y avoir des gens de Jeunes Nations, un mouvement d'extrême droite qui s'est développé à la fin des années 40 pour être ensuite dissous. Il y aura évidemment la FEN, la Fédération des étudiants nationalistes, avec diverses branches de mouvements étudiants qui vont se lier entre elles pour créer finalement l'Ordre nouveau.
Et ouais, donc c'est autour, en fait, surtout d'un mouvement qui va s'appeler Occident, qui va être un mouvement d'extrême droite qui va être particulièrement violent, qui va être dans l'activisme de rue néo-fasciste ultra brutal, qui va finalement être dissous à cause de ces pratiques militantes vraiment, vraiment violentes, disons, il n'y a pas d'autre mot, qui va être dissous, que va être créé le mouvement Ordre Nouveau en 1969. Donc, ça va être justement créé par une équipe d'anciens adhérents du mouvement Occident, autour duquel on va trouver des gens comme Alain Robert, comme en fait Marie-Françoise David, Gérard Écorcheville, Hugues Leclerc, Jacques Marchal, en fait toutes des figures qu'on va retrouver à l'extrême droite à travers toutes les années 60 et 70. Et l'objectif proclamé en fait du mouvement Ordre Nouveau va être de constituer l'ossature d'un futur parti politique qui aurait la vocation de rassembler toute l'opposition nationaliste de droite en jouant pleinement le jeu démocratique et en présentant des candidats à toutes les diverses élections en France. Donc, au cours de son deuxième congrès, en juin 1972, le mouvement va mettre en pratique cette stratégie-là pour créer, en fait, donner naissance au Front national dans les perspectives des élections législatives de 1973. Donc, bon, finalement, ce qu'on va voir, c'est qu'en 1973, suite à d'autres réunions politiques où il y aura des tensions, des affrontements, notamment avec la Ligue communiste, qui vont être particulièrement violents, le mouvement Ordre Nouveau va être dissous et le Front national va un peu prendre la relève, alors que les militants d'Ordre Nouveau vont tantôt s'associer à d'autres mouvements comme le Parti des Forces Nouvelles, vont parfois être à ce qu'on appelait les comités faire front ou faire face, juste après la dissolution, mais finalement vont tendre à revenir tranquillement vers le Front national, qui va être la véritable structure qui va les accueillir à travers, jusqu'à aujourd'hui. Donc, beaucoup des mouvements, en fait, que je viens de nommer, qui sont non seulement Ordre Nouveau, mais tous les petits mouvements qui ont participé à sa création, vont être à la lumière des définitions du fascisme qu'on va accepter dans cette présentation-là, dont on va parler un peu plus tard, vont être considérés comme fascistes et néo-fascistes. Et le fait qu'ils vont évoluer parallèlement avec les mouvements nationaux populistes, comme le Front national, surtout en partageant des membres, des militants, des causes, des idées, va nous permettre de nous interroger en fait sur la porosité des frontières entre ces deux tendances-là. Donc, est-ce qu'on aurait d'un côté des mouvements des partis nationaux populistes et de l'autre des courants fascistes et néo-fascistes, comme un peu le décrit en fait l'historiographie, qui en fait deux entités politiques un peu coupées l'une de l'autre. Donc, quand on regarde justement l'historiographie du sujet, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de travaux sur le Front national, par exemple, qui donnent une importance importante au Front national après, dans les périodes subséquentes de son existence, et moins à ses premières incarnations. Donc, après, ce qu'on a appelé la vague de Dreux, en fait, où en 86, il y a eu les premiers résultats super importants du Front national, où ils se sont vraiment établis comme parti d'extrême droite, avec une véritable présence dans l'arène politique plus traditionnelle. Comme c'est les travaux en général de Nona Maillard, Alexandre Désé, Crépon, tout ça, il y en a une foule. Et de l'autre côté, on a des travaux comme ceux de Joseph Algazi avant, puis plutôt Nicolas Lebourg récemment, qui traitent en fait de l'extrême droite groupusculaire ou néo-fasciste, mais souvent dans un vase clos qui l'isole en fait des tendances nationales populistes, donc du Front national. Donc, alors que certains des travaux, en particulier ceux de Jean-Yves Camus, de Digounet, tout ça, qui ont proposé en fait des longues histoires du Front national qui suggèrent quelque part en fait l'existence de liens avec les tendances néofascistes dans les premières incarnations du Front national, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours en fait une tendance à repousser un peu cette connexion-là entre le néofascisme de l'après-guerre et l'émergence du Front national. Et pour les questions qui nous intéressent aujourd'hui ici, c'est important de dire que dans beaucoup des travaux qui sont faits sur le Front national, non seulement par des Français, mais aussi par dans le monde anglo-saxon, donc des Américains et des Anglais, il y a toujours une espèce de filiation qui est faite entre boulangisme, poujadisme et le pénisme. Ce qui, en fait, évidemment, on peut clairement identifier des liens. C'est des personnages charismatiques qui ont canalisé qui ont prétendu représenter la population, canaliser la colère contre les élites et tout ça. Mais reste que dans l'explication de la création du Front national, ça me paraît quand même souvent un peu faible pour écrire ce qui était le fondement puis le substrat idéologique de la première version du Front national. Donc, ce que je pense, en fait, c'est que les transferts idéologiques entre les courants néofascistes et les partis nationaux populistes qui vont émerger dans la deuxième moitié du 20e siècle vont être largement sous-estimés par l'historiographie actuelle. Et dans cette perspective-là, je pense que le cas français est exemplaire. Alors qu'il existe une tradition historiographique qui va minimiser l'impact du fascisme sur le spectre politique français, la création du Front national au sein d'Ordre Nouveau
va exposer de façon quand même assez claire non seulement la connivence qui va exister entre ces courants-là, mais aussi la volonté interne de l'extrême droite la plus radicale de s'insérer dans une forme politique qui la rendrait quelque part plus acceptable. Donc, alors que les deux mouvements et partis vont partager non seulement leur leader, que la base militante d'Ordre Nouveau va constituer celle du Front national, au moins dans sa première incarnation, et que les idéologues d'Ordre Nouveau vont être à l'origine de ce qui sera la première plateforme du Front national, je pense qu'il devient quand même assez difficile de persister à croire en une rupture entre les tendances néofascistes et l'avènement d'un national-populiste qui serait représenté par le Front national. Donc, selon moi, il devient, à cause de ça, impératif d'étudier la transition d'Ordre Nouveau vers le Front national à l'aune des études sur le fascisme. Donc, si on parle de fascisme en France, je pense qu'il faut nécessairement parler des travaux qui ont été faits et des problèmes qui ont été assez caractéristiques de l'analyse des fascismes en France. Je pense qu'on ne peut pas commencer ailleurs qu'avec René Raymond, qui a eu un impact incroyable sur le monde académique de la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, ce que lui appelait sa thèse immunitaire, qui refusait l'existence d'un fascisme en France, a fait des émules. En fait, il a été le directeur de recherche et un peu le patron de toute cette famille d'historiens français des décennies de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui vont tous en fait refuser l'existence d'un fascisme à proprement parler. Et il faudra en fait que des chercheurs étrangers viennent et qui contredisent un peu ces thèses-là pour qu'on commence à croire à la possibilité d'existence d'un fascisme français. Donc des gens comme Nolte, l'allemand, pour qui le fascisme trouve ses origines dans l'action française, dans le nationalisme du 19e siècle, fin du 19e siècle français. Des gens comme Paxton, qui a montré de façon assez claire la volonté de collaboration française pendant Vichy. Sternel, qui lui a fait une étude plus près de l'histoire philosophique, l'histoire des idées, en fait, qui montrait la présence d'un esprit fasciste en France à travers toute la première moitié du 20e siècle. Et plus récemment, il y a une ouverture en France avec les travaux de Michel Daubry, tout ça, ou même qui a écrit un livre qui s'appelle « Le mythe de l'allergie française au fascisme », où dans les dernières 20 années, on commence à ouvrir ce débat-là et à être capable d'en parler en France. Je pense que toutes ces interprétations-là vont évidemment avoir du mérite, vont contribuer à faire avancer la science de leur façon respective, mais à mon sens, ils laissent planer quand même quelques questions importantes sur l'évolution du fascisme dans la deuxième moitié du 20e siècle. Il va rester des faiblesses de l'historiographie dans la compréhension du développement de ces tendances-là après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ici que, selon moi, en fait, les travaux inspirés de Roger Griffin et des autres chercheurs qui vont s'en inspirer vont devenir primordiaux dans la compréhension de l'avènement de cette transition-là. Donc, la thèse de Griffin, qui aura évidemment beaucoup d'importance dans l'élaboration de ce qu'on va appeler un minimum fasciste, va être pour moi l'outil conceptuel qui va être le plus probant pour arriver à comprendre et lier l'action des mouvements d'extrême droite d'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en promouvant ce qu'il lui appelle une inflation conceptuelle du fascisme et en réfutant du même coup, en fait, les thèses qui vont réduire le fascisme à minima pour suggérer d'en confiner l'analyse à l'Italie seulement. Donc, ça, c'est les travaux de Gilbert Allardyce, notamment. Lui va proposer une définition du fascisme qui va permettre, en fait, d'analyser finement l'émergence de mouvements, en fait, qui pourraient paraître à première vue assez différents. Donc, la définition, pour faire simple, de Griffin, en fait, dans sa plus simple expression, le fascisme serait une idéologie politique dans laquelle le mythe central, dans ses différentes permutations, est une forme palingénésique d'ultranationalisme ou populiste. Donc, dans cette courte phrase-là, on a les grands éléments de ce que serait la thèse de Griffin. Donc, d'une part, on a une dimension populiste qui va être réaffirmée. Ensuite, on a l'élément d'ultranationalisme qui va être décrit par Griffin en détail dans ses travaux, mais qui en gros est un nationalisme illibéral, donc opposé aux façons d'organiser le nationalisme dans le cadre des démocraties libérales. Et surtout la dimension palingénésique, qui est, selon moi, la plus cruciale dans l'identification des mouvements fascistes par rapport à des droites conservatrices autoritaires plus traditionnelles, qui, en gros, est seulement l'idéal révolutionnaire. Donc, en fait, c'est, encore une fois, tout expliqué dans beaucoup de détails par Griffin, mais en gros, c'est seulement l'idée selon laquelle il y a une perspective révolutionnaire dans un rapport à la modernité tourné vers le futur, donc une agentivité du militant fasciste sur le monde à créer, qui serait au centre de ce que serait l'idéal fasciste. Donc, en s'établissant puis en devenant ce qu'on a appelé un nouveau consensus, surtout dans le monde anglophone, cette définition-là va offrir non seulement des possibilités qui vont être des possibilités comparatives qui vont être inédites, mais également va s'éloigner des logiques un peu classificatoires qui proposent une espèce d'idée qualifiante, disqualifiante par rapport au fascisme pour plutôt essayer d'analyser et de lier l'action des différents mouvements d'extrême droite.
Et bon, là, la question qui est intéressante, qui nous concerne aujourd'hui dans le travail, qui était une des questions que je me suis posée dans ma thèse, en fait, c'est la place du national-populisme dans tout ça. Euh, Évidemment, il s'agit d'une question qui est complexe, qui est caractérisée par toute une littérature qui va être importante dans diverses disciplines de la recherche en sciences sociales. Euh, mais si la définition de Griffin accepte quelque part une dimension populiste dans sa déclinaison, euh, le choix que j'ai fait pour ma thèse s'aligne plus avec la position d'Annie Kollowald, par exemple, pour qui, en fait, évidemment, les fascismes qui réémergent dans la deuxième moitié du 20e siècle, euh, qui seraient susceptibles d'acquérir le pouvoir, vont jamais se représenter dans une forme qui va rappeler celle de l'entre-deux-guerres. Donc, ça devient un peu vain de les comparer puis d'essayer de les reconnaître selon des espèces de listes de critères à la manière d'une espèce de liste d'épicerie où il faudrait répondre à tous ces critères-là. Et je pense que dans cette perspective-là, la ligne de démarcation entre l'action d'un mouvement qui est généralement considéré comme néofasciste, donc Ordre nouveau, et d'un mouvement national populiste comme le Front national, va souvent relever plus de la forme que du substrat idéologique. Et donc, l'idée va rappeler que le style politique qui va être employé, donc l'attitude, la rhétorique, la présentation de soi, va être d'abord une tactique qui va obéir à des calculs dans lesquels vont entrer une série d'estimations sur la valeur des coûts qui deviennent jouables et qui deviennent politiquement payants. Donc, l'idée, selon moi, serait de repousser quelque part l'idée nationale politique dans le camp de la forme politique pour essayer de privilégier l'analyse des continuités idéologiques dans la perspective des études sur le fascisme entre ces mouvements-là. Donc, l'idée de calcul politique va être au centre de l'analyse que je fais d'Ordre nouveau et du Front national. Donc, évidemment, alors que le Front national va s'inscrire dans des logiques électorales, qui va proposer conséquemment un discours qui va être beaucoup moins radical que celui d'Ordre nouveau, ma thèse essayait de montrer en réalité en fait, que cet adoucissement-là va rester largement sémantique, puis que l'importance des dirigeants néofascistes dans l'organisation du nouveau parti va toujours rester capitale. Donc, ces derniers vont occuper une place centrale, de même que la grande majorité des militants de la première incarnation du Front national, qui seront également tous issus de la base d'Ordre nouveau. Donc, ce que je voulais démontrer, c'est que, bon, évidemment, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail là-dedans, mais toute l'exposition des sources internes au mouvement Ordre nouveau, il y a une véritable, en fait, volonté démontrable d'inclusion du courant nationaliste dans l'arène politique traditionnelle, donc évidemment à travers la création du Front national, et qui ne sera pas, au moins au départ, une véritable réorganisation, une réorientation idéologique vers des positions qui seraient plus modérées. Donc, en fait, les dirigeants vont affirmer eux-mêmes percevoir cette tentative de création d'un nouveau parti qui réunirait toute la famille nationaliste comme une espèce de cheval de Troie qui aurait comme objectif, au contraire, de radicaliser les nationaux. Donc, en fait, les militants d'extrême droite qui seraient moins radicaux que les néofascistes. Donc, cette volonté réfléchie d'adoucir un peu l'image du courant néofasciste puis de se saisir des structures qui vont lui permettre de rivaliser dans l'arène politique française va témoigner d'un renversement stratégique qui va être fondamental par le rapport en fait, que les militants français radicaux vont entretenir avec la droite traditionnelle. Donc, plutôt que de diluer le substrat idéologique du courant, le Front national va constituer l'outil qui va permettre de convertir les modérés aux volontés révolutionnaires des militants les plus convaincus. Donc, bien que les chances d'accéder au pouvoir vont être nulles à peu près dans les premières années de l'existence, c'est quand même important de souligner puis de comprendre qu'à terme, l'objectif va toujours rester de renverser le régime puis d'instaurer ce qu'ils appelaient en fait une révolution pour instaurer ce qu'ils appelaient l'État nationaliste. Donc, juste pour conclure, l'analyse d'Ordre nouveau va donc proposer au final une piste heuristique quant à l'avènement du national-populisme, je pense, à travers toute l'Europe et l'Occident, alors que les contextes vont différer et que les particularités régionales vont avoir un impact sur le développement des diverses extrêmes droites. Quelque part, ce que je voulais proposer avec ma thèse, c'est qu'une des clés de compréhension de la résurgence importante de l'extrême droite, autant dans les années 70 qu'aujourd'hui, pourrait bénéficier d'un regard qui serait posé à l'aune des études sur le fascisme. Donc, en extirpant un peu cette catégorie d'analyse-là des carcans dans lesquels elle s'était empêtrée au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, il va devenir, selon moi, possible de percevoir l'extrême droite comme un ensemble, vaste ensemble idéologique dont la fluidité et la capacité d'adaptation va dépasser les modalités des logiques analytiques qu'on avait habituellement mobilisées pour l'étudier. Donc, en plaidant en faveur d'une inflation conceptuelle du fascisme, j'espère en fait pouvoir identifier et analyser les mouvements d'extrême droite nationaux-populistes en les situant dans une perspective qui serait plutôt évolutive, plutôt que dans une dynamique de rupture face aux mouvements fascistes et néofascistes de la Deuxième Guerre mondiale et de l'immédiat après la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Olivier, et merci d'avoir gardé ça dans le temps. Notre prochain présenteur, c'est Antoine Mazot-Houdin qui nous présente une présentation qui s'intitule Un populisme sans frontières, représentation politique et sociale en milieu populaire en France et au Québec. Donc, Antoine, à toi la parole. Merci, bonjour tout le monde. J'ai un petit PowerPoint si je suis autorisé à partager mon écran. Euh, euh, alors, voilà, sans doute que maintenant vous allez le voir apparaître, du moins, j'espère. Fait que, allons-y avec ça. Merci Olivier pour ta présentation. Finalement, ça sert vraiment bien la table pour moi. Je vais vous présenter certains des résultats de ma thèse qui traite des rapports aux politiques des classes populaires en France et au Québec, mais je vais essayer de lier ça plus centralement à la question du populisme et puis comment ça me questionne ou m'interroge quant aux usages de la notion de populisme en sciences sociales. Pour vous expliquer rapidement le contexte de ma thèse, donc elle s'inscrivait dans les débats autour des recompositions du vote des classes populaires et de la montée des populismes ou des partis populistes. Donc, par exemple, en France, le Rassemblement national qui a beau jeu de se targuer comme d'être le premier parti ouvrier de France, là où dans le passé, les ouvriers étaient davantage présentés comme votant pour le Parti communiste. Et la perspective comparée entre la France et le Québec que j'ai essayé de mener dans le cadre de ma thèse, elle s'inscrivait aussi dans ces enjeux de recomposition des scènes électorales, des scènes partisanes autour de cette thématique du populisme. Donc, autrement dit, comment expliquer les enquêtes de sondage qui présentent le Rassemblement national comme la caisse de résonance de la classe ouvrière, comment expliquer les succès électoraux inédits de la CAQ au Québec. Cet intérêt pour le populisme, c'est un intérêt que j'avais déjà exploré dans le passé, pas en m'intéressant au rapport aux politiques des classes populaires, donc pas en m'intéressant à la demande, mais en m'intéressant davantage à l'offre. J'avais fait une recherche dans le passé qui portait sur les circulations du terme de populisme et ses usages en France et au Québec. Et ce qui m'avait intéressé, et je pense que ça s'inscrit un petit peu dans ce dont parlait Victor Harmony tantôt, ce qui m'avait intéressé, c'est comment les contextes nationaux, que ce soit les histoires politiques, que ce soit les traditions d'analyse scientifique, avaient pu matiner, avaient pu colorer les usages de ce terme, de cette notion de populisme, qui est un terme assez plastique, assez versatile, ce qui explique aussi sans doute pourquoi il circule si bien internationalement. Donc, j'avais essayé de montrer comment, en suivant les travaux d'Annie Colloval, le contexte français d'usage du populisme, c'était un contexte qui était en lien avec les controverses historiographiques dont Olivier a fait mention autour des thèses de l'immunité française au fascisme. Autrement dit, quand le Front National commence à avoir les premiers succès électoraux qu'on lui connaît dans les années 80, le label populisme, c'est un label qu'on lui accole et qui permet effectivement de rester cohérent avec une tradition historiographique qui est dominante à l'époque en France. Alors qu'au contraire, au Québec, l'usage académique se répand plus tardivement, au début des années 2000, bien qu'il y avait eu quelques travaux sur le populisme dans les années 70 pour étudier les mouvements créditistes au Québec, mais son usage devient vraiment plus central au début des années 2000, suite aux premiers succès électoraux de l'ADQ. Ce qui m'avait intéressé dans cette étude, c'était que en fait, le populisme, l'analyse du populisme, ça devenait une sorte de prétexte pour m'interroger sur les représentations du populaire. Parce que derrière ce peuple qu'on présente comme séduit par les discours populistes, eh bien, on retrouvait des traditions d'analyse, des représentations de l'espace social qui sont dépendantes des contextes nationaux. Donc là où en France, c'est souvent les classes populaires en situation de déclassement qui sont présentées par la littérature comme séduites par les discours populistes. La littérature qui émerge au détour des années 2000 au Québec, elle emploie moins le prisme de la classe pour qualifier ce peuple, et au contraire, elle va davantage utiliser des prismes territoriaux ou linguistiques
et donc présenter un peuple qui se situerait en région, qui serait davantage francophone, quand bien même on pourrait sans doute le classer socialement, ce peuple-là, par la bande, et lui trouver des affinités de positionnement social avec les populations qui sont présentées en France comme populaires dans la littérature française. Donc effectivement, voilà, ce que je veux dire, c'est que dans cette première étude, ce qui m'avait intéressé, c'était comment il y avait des dissemblances qu'on pouvait retrouver dans ces contextes nationaux d'usage du populisme. Et puis, ce qui a été l'un des éléments marquants de ma thèse, c'est au contraire le fait de retrouver du semblable, de retrouver du similaire dans les rapports aux politiques des classes populaires que j'ai pu étudier en France comme au Québec. Donc pour ce faire, j'ai mené à bien une étude dans le cadre de la thèse qui, là, pour le coup, est une étude par le bas, une étude de la demande, une étude des manières qu'ont les classes populaires en France et au Québec de se représenter la politique et aussi par la bande de se positionner électoralement. J'ai mené à bien une recherche dans un contexte méthodologique, qualitatif et ethnographique, avec des entrées de terrain dans des campings, dans les 2 espaces nationaux. Donc, je travaillais comme salarié dans un camping au Québec, dans la région du Mystère Québec, cette région qu'on présente justement comme ayant des survotes à droite que la littérature a beaucoup de peine à expliquer. Et puis, j'ai fait un stage dans un camping en France, dans la région Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais, qui est également un département, une région qui est présentée comme ayant un fort survote Rassemblement national, et notamment présentée comme la région où cette bascule des classes populaires de la gauche à l'extrême droite serait la plus prégnante. Donc, j'ai mené à bien dans ces terrains des campagnes d'entretien semi-directifs avec des campeurs que j'ai pu rencontrer au cours de ces saisons, puis que j'ai pu aussi aller observer parfois à leur domicile, parfois dans des contextes de loisirs hors du camping. J'ai aussi mené à bien des observations ethnographiques en étant présent pendant toutes les saisons estivales où je travaillais. Et ça m'a permis notamment d'étudier à la fois les scènes publiques du camping, le boulodrome où on joue à la pétanque, le chapiteau où on partage des repas, où on fait la fête le samedi, où on fait le bingo le vendredi, mais aussi les terrains privés des campeurs et des campeuses, là où l'on parle parfois plus librement, parfois différemment de ce que l'on pense du politique, là où l'on dit ce qu'on n'oserait pas dire ou ce que l'on ne penserait pas dire dans d'autres contextes interactionnels. Là où j'essaie de vous, quand je vous parlais du semblable, c'est que malgré des contextes historiques, des structurations des scènes partisanes, des histoires politiques qui sont très distinctes en France et au Québec, et je n'ai pas le temps de revenir là-dessus dans le cadre de la présentation, j'ai été surpris, puis c'est l'une des interrogations de la thèse, de retrouver des rapports à la politique et aux politiques très semblables parmi les groupes sociaux que j'ai étudiés dans ces 2 espaces nationaux. Et vous l'aurez compris, le camping, c'était une porte d'entrée vers des espaces sociaux que j'espérais similaires dans ces 2 espaces nationaux, qui me permettaient à la fois d'étudier des personnes en situation de relative vulnérabilité économique et ayant des formes de distance avec la culture légitime. Donc, autrement dit, reprenant un petit peu la définition des classes populaires telle qu'elle a été conceptualisée en France. Donc, ce que j'ai pu montrer dans ces 2 espaces nationaux, c'est que les enquêtés français comme québécois, ils développent des rapports obliques à la politique, c'est-à-dire des faibles sentiments d'habilitation à parler de politique, des formes de mise à distance accompagnées de défiance vis-à-vis du jeu politique, et surtout une faible mobilisation des grandes catégories d'analyse légitimes pour produire une opinion sur les scènes partisanes. Donc, par exemple, au Québec, il y a seulement une personne au camping que j'ai réussi à rencontrer qui comprenait que le clivage gauche-droite, c'était pas seulement une manière de se représenter dans l'espace, mais ça faisait référence à des enjeux politiques. Et cette personne-là, en employant le clivage gauche-droite dans le cadre de l'entretien, fait en fait un mésusage du clivage, puisqu'elle considère que le Parti conservateur sur la scène fédérale est très à gauche, et ça l'inquiète beaucoup. Donc,
ce que j'ai pu constater, et ça m'a d'ailleurs amené en fait à changer à plusieurs reprises ma grille d'entretien, c'est que beaucoup des questions d'actualité avec lesquelles j'étais arrivé un peu naïvement ne faisaient pas de sens nécessairement pour des enquêtés qui suivaient peu l'actualité politique, qui connaissaient peu les scènes partisanes, qui connaissaient peu les leaders politiques. Et puis, l'expression même de leur préférence électorale était souvent difficile à recueillir, et quand elle l'était, difficile à interpréter pour moi. Donc, par exemple, c'est anecdotique, mais ça a une fonction d'illustration. Une enquêtée qui m'explique qu'elle a voté pour le Parti conservateur, et puis elle me décrit finalement la personne pour qui elle a voté, une femme très intelligente, brune, et puis en fait, je me rends compte qu'elle parle de Françoise David. Et donc là, il y a une double incompréhension, à la fois un mauvais classement un mauvais classement dans l'adéquation entre la personnalité politique et le parti, mais aussi une difficulté à se repérer dans un système partisan avec des scènes à la fois fédérales, provinciales et municipales qui font que l'expression même d'une préférence électorale n'est pas évidente en soi, ni à interpréter, ni à recueillir. Pour résumer, ce que j'ai pu observer des rapports à la politique de mes enquêtés, c'est que dans les deux espaces nationaux, ce sont des rapports à leurs comportements électoraux sont faiblement ancrés dans les scènes partisanes, sont pour partie faiblement idéologiques et sont bien davantage inscrits dans des récits d'expériences sociales ordinaires, comme par exemple la rencontre avec son député local qui, au sortir de l'usine, était venu serrer la main à un enquêté. Et cette petite attention, cette petite forme de reconnaissance d'une égalité sociale entre l'enquêté et ce député l'avait convaincu de voter pour lui, quand bien même il a beaucoup de misère à me dire son nom et son affiliation partisane. Toutefois, ce que j'ai pu étudier également, c'est que ces enquêtés ne sont pas totalement imperméables au jeu politique, mais l'appréhendent de manière variable selon leur trajectoire sociale, et ça, je n'ai pas le temps d'y revenir, en mobilisant des outils ordinaires d'appréhension de la politique, qui sont d'ailleurs pour partie des outils extraordinaires au regard de ce que l'on considère comme la manière légitime de produire de l'opinion politique, et donc notamment des lectures indiciaires de la politique, c'est-à-dire en se basant sur des petits indices sociaux, les manières de se vêtir, les manières de se comporter, les manières de parler du personnel politique, qui vont être des informations importantes que les enquêtés vont recueillir et qui vont leur permettre de se décider quant à la défiance ou la confiance qu'ils portent au personnel politique. Et puis également l'échange de rumeurs auprès de groupes de pairs, rumeurs à caractère politique, parfois à caractère complotiste, conspirationniste, et qui vont permettre à la fois de donner du sens à un champ politique qu'on perçoit comme lointain, mais qui vont aussi être une forme de pratique sociale qui permet des formes de cohésion entre sous-groupes de pairs dans les campings, qui vont offrir en fait des opportunités conversationnelles entre les campeurs pour pouvoir parler plus librement de politique. Donc le fait, par exemple, d'évoquer la possibilité que la mort de l'humoriste Coluche en France ne soit pas accidentelle, mais soit un complot, que l'on y croit ou non, que l'on prête foi à cette affirmation ou non, le seul fait de l'avoir évoqué ensemble sur le boulodrome au moment d'une partie de pétanque, ça va permettre à un ensemble d'enquêtés que j'observe par la suite sur leur terrain privé d'avoir des discussions beaucoup plus libres sur leur rapport aux politiques et notamment leur rapport à l'État social et leur critique profane de l'État social. Ce que ça m'a amené à faire, ce questionnement, c'est finalement d'ouvrir la question de l'étude du politique, de ne pas seulement s'arrêter au manque, aux formes d'incompétence des enquêtés que j'ai rencontrés, quant à leur manière de se positionner sur les scènes électorales ou partisanes, mais d'étudier plus largement leur rapport aux politiques, c'est-à-dire aux critères du juste et de l'injuste qu'ils mobilisent,
aux manières qu'ils ont de se positionner face à d'autres formes officielles de pouvoir, comme l'État social, comme l'école, comme la police, etc. Et donc ça m'a amené, notamment pour une partie majoritaire de mes enquêtés, à mettre en avant un rapport de ressentiment qu'ils partageaient dans leur manière de se positionner politiquement. Rapport de ressentiment qui a d'ailleurs pu, j'emprunte l'expression à Kramer, là, qui a pu d'ailleurs aussi être mis en avant sur d'autres terrains de recherche aux États-Unis. Ce que j'essaie de montrer, en reprenant aussi des éléments de la littérature de sociologie politique, c'est que les enquêtés que j'ai rencontrés aux positions sociales les plus intermédiaires développaient des formes de conscience sociale un peu triangulaires, c'est-à-dire qu'ils s'opposaient à la fois au haut de l'espace social, aux élites, aux élus, mais aussi au bas de l'échelle sociale, que ce soit aux minorités, que ce soit aux personnes bénéficiant de l'aide sociale. Et ces formes d'opposition profane et de représentation de l'espace social, elles s'inscrivaient dans de mêmes critiques des logiques perçues de fonctionnement de l'État. Autrement dit, elles s'inscrivent dans un même sentiment de ne pas recevoir sa juste part. Donc, ces visions du monde que mobilisent les enquêtés, elles sont donc à comprendre à l'aune de critiques profanes de l'État social, de ses règles de redistribution et de justice. Et ce que je montre dans la thèse, c'est qu'elles rentrent en écho avec un certain ethos populaire qui valorise le travail comme mode de mise en avant de sa valeur sociale, de sa respectabilité, etc. En fait, j'ai peut-être manqué un truc. Voilà, et donc l'une des expressions, des catchphrases que j'ai pu retrouver en France et au Québec, c'est notamment l'expression « c'est pas logique » pour parler du fonctionnement de l'État dans les deux espaces nationaux, quand bien même les structurations des espaces nationaux et notamment de l'État social sont très distinctes dans ces deux espaces nationaux. La même idée que c'est pas logique la manière dont sont répartis les biens et les services qu'offre l'État à la population. Alors, je pense que vous commencez à voir où je veux m'en aller avec ça. Ce rapport de ressentiment, il rentre assez directement avec la littérature sur le populisme. Parce qu'en fait, ce que je viens de vous présenter, on pourrait l'associer aux travaux qui lient le populisme avec, par exemple, le welfare chauvinism, le fait de mettre en avant ou de défendre l'idée que les bénéfices de l'État social devraient principalement se diriger et bénéficier aux membres de la communauté nationale. Ça pourrait aussi se reformuler sous une forme d'opposition entre populisme protestataire et identitaire, pour reprendre les travaux de Taguieff et Boilly. Donc à la fois la dimension protestataire dans la critique du fonctionnement de l'État et la critique et un populisme identitaire dans les formes d'opposition aux autres sociaux que l'on se construit dans les manières de se positionner socialement. Ça fait aussi écho aux travaux de Brubaker sur le populisme et à ce qu'il met en avant quant aux deux axes horizontaux et verticaux que Denise Elie a pu exposer précédemment. Donc on a là en fait un terreau de représentation du monde social qui pourrait être cadré comme étant en affinité avec la littérature sur le populisme. Mais ce que je voudrais souligner en conclusion, c'est que d'une part, ce rapport au politique, il est plus équivoque qu'on peut le penser. Par exemple, beaucoup des formes d'opposition au bas de l'espace social sont des formes assez subtiles d'opposition, parce qu'à la fois, elles sont des formes de mise à distance et de rejet des minorités racialisées qui bénéficieraient de l'aide sociale, et à la fois, pour certains des enquêtés que j'ai rencontrés, il y a une forme quasiment de volonté de faire un reverse passing, donc de se présenter comme une migrante. Donc des enquêtés qui m'expliquent qu'ils préféreraient se présenter comme une migrante au guichet de l'aide sociale pour enfin être considérés par l'État,
une enquêtée en France qui me dit que si ça continue, elle va mettre une djellaba pour obtenir ses droits au chômage. Donc des formes en fait assez ambivalentes d'expression de l'opposition vers le bas. Et puis, ce qu'il y a d'important surtout, c'est que ces formes de rapport au monde sont en grande partie des inscrits des programmes, des formations politiques et surtout des leaders politiques qui seraient censés les incarner. Ces représentations du monde social, elles sont assez indépendantes des préférences électorales qui me sont exprimées par ces enquêtés. Donc, ce que ce travail souligne, c'est les inégalités sociales face au vote, le fait que nous ne sommes pas tous égaux pour exprimer à travers le vote nos préférences politiques, mais aussi que le comportement électoral n'est pas toujours l'information la plus pertinente pour saisir les représentations politiques. Et puis, ce sur quoi ça m'interroge, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de fallace électoraliste de certaines approches étudiant le populisme, c'est-à-dire une forme d'évidence autour de la métaphore entre l'offre et la demande. Le populisme, l'une des constituantes du populisme, c'est l'idée quand même qu'il y a un attrait entre un leader et ses appels au peuple et des franges de groupes sociaux à qui il fait appel. Et bien là, en tout cas, si populisme il y a, c'est davantage un dialogue de sourds. Parce que ces discours ne sont pas entendus et ces représentations sociales semblent exister indépendamment de ces discours. Donc, ce que ça m'amène à considérer, c'est peut-être à réfléchir à une forme de critique du biais intellectualiste, légitimiste, et qui, je pense aussi, en fait, est une critique méthodologique à porter dans certaines approches du populisme, qui, en fait, en se basant principalement sur des enquêtes de sondage, ne se donne pas les moyens de mettre en lumière des formes de rapport ordinaire aux politiques, des formes de péripolitique, des formes d'ambivalence face à des discours politiques auxquels on adhère, et qui pourtant ont été assez centrales dans ce que j'ai pu étudier et observer de manière qualitative et ethnographique dans les 2 terrains de recherche que j'ai vus. Voilà, je pense que j'ai un peu dépassé le temps, donc je m'arrête là. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci à Olivier et à Antoine. Il nous reste environ 45 minutes pour la discussion et je vais donner quelques commentaires et poser quelques questions pour essayer de débuter cette discussion. Et je vais profiter du caractère bilingue du colloque pour commencer en anglais et je vais poser quelques questions ensuite en français aux présenteurs. So I'm going to use my time here, as I mentioned, just to very, very briefly, on the basis of the abstracts of these papers and of these presentations, to just underscore a few, what I see as a few common themes, questions, or implications of these 2 papers, to reflect on the ways that they speak to one another and speak to some of the conversations we've been having over the course of the day. So, and then I'll propose a couple of questions for each presenter in hopes of kicking off the conversation. So one of the things that strikes me from these presentations this afternoon is that together they illustrate the value of kind of 2 distinct vantage points from which to assess the motivations behind, the strategies adopted by, and ultimately the electoral and other implications of contemporary populisms. So Olivier's historiography of the Front National really showcases the relevance of a party's kind of genealogy to its changing ideological dispositions and the ways that those dispositions can be packaged and repackaged depending on historical and political context and changing times. Indeed, the paper answers the call that was articulated this morning by Guillaume for research that attends to context and history by focusing on the sort of lineage of ideas that ultimately define a party's position within the electoral system. And in this case, such a historical approach enables us to identify kind of ideological affinities between fascism or neo-fascism and nationalist populism in the case of the Front National. Antoine's paper, on the other hand, alerts us to the importance of bearing in mind, the other side of the coin, which is considering and reflecting upon whether and to what degree
populist political agendas or the offerings of political parties, l'offre, in the words of Antoine, resonate with their targeted electorates. And as the polling in both the recent and last US elections really famously demonstrate, we're not very good at understanding linkages between popular opinion and ultimate behavior at the ballot box and the success of parties at the ballot box. And this may be especially true when it comes to populism. But this is also a gap in understanding that has plagued the social scientific study of political parties for many decades, right? Do parties reflect in any direct and observable way the extant cleavages or concerns within the electorate, or do they themselves constitute those concerns and in the process give meaning and really constitute or articulate social and political cleavages? And I wonder what today's engagements with populism might have to offer in enabling us to kind of bridge that gap or achieve some kind of better understanding of the role that political parties are playing in relation to these social formations. Albeit in different ways, both papers, I think, also remind us of the discursive creativity, the discursive and strategic kind of creativity that populist parties employ in the ways that they kind of assemble and reassemble voters in order to siphon support away from their mainstream political foes. So both types of parties, on the mainstream and within sort of more populist circles, borrow significantly from one another. And this strategic borrowing has resulted in, these disparate constituencies becoming aligned under one roof in support of a populist option. And I wonder if those reassemblages, those kind of creative reassemblages that are going on at the level of political party decision-making and discourse might help to account for what Antoine has shown is this kind of disconnect between the concerns of the classe populaire and the actual offerings of populist parties. In other words, the reassemblages that are going on at the level of party politics that are leading to these kind of strange bedfellows, sort of strange alliances to take shape within the electorate under the tent of a populist party. Might help us understand why we have such difficulty linking the demand to the offerings of political parties themselves. And then finally, both of the studies raise questions that were also discussed to differing degrees this morning about the place of ideology in populist political formations. So is ideology the driving force behind populist mobilization and support, or the basis upon which we can determine whether we're dealing with a populist political party or force or not? Or does the fact that a party like the Front National, as Olivier demonstrated, is able to reconcile somewhat disparate or at least varying ideological structures, does that indicate that other core elements of populism, like political style or the ability to tap into emotional, affective registers, are those maybe more determinative than we might think? So this quandary, as I said, is most obviously significant to Olivier's inquiry, but it is also germane, I think, to Antoine's intervention in the sense that it raises this question of whether and to what degree support for populism is ideological, or is it about something else? Is something else going on, something at the more emotional, affective level? So to turn to my questions now. So Olivier, je commence avec Olivier. Ton exposé se concentre vraiment sur les liens idéologiques entre l'Ordre nouveau et le Front National durant l'ère de la conception ou les années tôt dans l'histoire du Front National. Mais je me demande si et comment tes découvertes pourraient aussi illuminer les transformations que nous observons couramment au sein du Front National, maintenant renommé le Rassemblement national. C'est-à-dire que c'est très bien connu que la prise de pouvoir, de contrôle par Marine Le Pen en 2011
a initié une réinvention importante de la marque du Front national que plusieurs, dont Marine Le Pen elle-même, ont qualifié de dédiabolisation. Et tu as aussi parlé de la tentative d'adoucir l'image du Front national dans son histoire. Mais l'objectif de cette réinvention de dédiabolisation, c'est vraiment de reconstituer la mission du Front national à partir de principes qui résonnent plus directement avec les principes du républicanisme, comme la laïcité, par exemple. Et je me demande comment cette transformation s'aligne ou entre-t-elle en conflit avec les idées originaires du parti dont tu as parlé. Et que penses-tu que cette transformation révèle sur la signification de l'idéologie comme marqueur démarquant le populisme? Donc, est-ce qu'on est en train de voir une transformation réelle idéologique ou un changement de stratégie? Et deuxièmement, pour Olivier, je suis aussi particulièrement curieuse de savoir ce que tu penses de la place changeante de la religion comme thème abordé par le Front national. Donc, le parti qui était autrefois vraiment marié aux institutions et aux croyances catholiques et qui continue d'attirer cet électorat, prétend maintenant défendre la laïcité. Et donc, je me demande si cette décision suggère une rupture avec les pierres angulaires idéologiques du parti ou est-ce qu'il révèle comment les motivations stratégiques peuvent entraîner un type de recadrage de ces pierres angulaires sans changer leur signification fondamentale. Ensuite, pour Antoine, quelques questions. Ton titre suggère l'existence de mécanismes transnationaux, comme un partage d'idées à travers les frontières nationales, dans la prolifération des mouvements populistes. Donc, je me demande comment as-tu pensé aux mécanismes à travers lesquels les idées populistes, les stratégies français et québécois s'informent mutuellement, soit au niveau des partis politiques ou soit au niveau populaire, ce partage d'idées, quels sont les mécanismes pour comprendre ce partage? Deuxièmement, tu proposes que les préoccupations des groupes sociaux dominés ne se traduisent pas clairement en un soutien aux propos des partis populistes. Pas nécessairement, qu'il n'y a pas nécessairement cet alignement entre les préoccupations des groupes et les offres des partis populistes. Et je me demande, est-ce que cela signifie que l'idéologie n'est pas ce qui démarque le populisme? Est-ce possible que ce soit justement l'aspect non politique, l'aspect plutôt affectif, émotionnel que les partis populistes sont capables d'aller chercher de façon de leur donner du vrai succès? Et finalement, pour retourner à cette question de la difficulté des sondages de prédire l'appui de quelqu'un comme Donald Trump dans les deux élections récentes aux États-Unis. Je me demande si, d'après toi, les découvertes de ta recherche peuvent éclairer les sources de cette difficulté. Donc, en termes de méthodologie, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tes découvertes en ce qui concerne comment on peut retrouver à travers les sondages, les intentions de vote? Ou est-ce que tu peux éclairer pourquoi c'est tellement difficile de retrouver ces intentions de vote à travers les sondages? Et c'est tout pour mes questions pour le moment. Donc, Olivier, si tu veux... Oui, en fait, merci pour les questions, merci pour les remarques, c'est bien apprécié. C'est intéressant en fait parce que je pense que quelque part les deux questions que vous posez peuvent être répondues par une seule réponse. Je pense en fait qu'ils se déclinent sur tous les sujets qui ont été abordés. Moi, ce que je pense ce que je commençais à dire dans ma présentation, ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est justement ça, c'est que l'idée que le national-populisme est plutôt une question de forme, en fait, comme vous l'avez bien dit, liée à l'émotivité, au ressentiment, à la canalisation de la colère, en fait, dégage un peu ces incarnations de l'idéologie qu'un parti va en fait essayer de mettre de l'avant à travers l'évolution, comme dans le cas du Front national.
Puis je pense que ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le parti comme le Front national, et je pense que les partis populistes en général, c'est des partis qui sont opportunistes, en fait. Ils vont s'accrocher à des causes qui deviennent politiquement plutôt gagnantes. Vous avez, par exemple, si on regarde la question de Marine Le Pen, en fait, par rapport à Jean-Marie Le Pen, si on regarde la politique économique du Front national dans les années 80, était alliée sur Reagan, sur l'espèce de néolibéralisme conservateur, tout ça, alors que Marine Le Pen s'est ralliée plutôt à ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a réinvesti le social, alors qu'on accusait la gauche en France, entre autres, d'être plutôt sur des questions sociétales, par exemple. Donc, en fait, il y a toujours cette espèce d'idée d'opportunisme-là, en fait. C'est dès qu'il y a un mécontentement qui est perçu, mais en fait, on va se glisser dans cette place politique-là, dans cette demande-là. Quelque part au point où on fait des 180 degrés et au final, ça finit par réussir à persister, en fait, l'intérêt pour un parti comme ça. La question de la religion était évidemment aussi intéressante. Je pense que l'extrême droite a été caractérisée par un antisémitisme qui est évident à travers plus fortement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et après, c'est devenu quand même une question politique compliquée à élaborer pour l'extrême droite. Donc, en fait, on a vu cette question-là presque disparaître de l'extrême droite néofasciste jusqu'à la création du Front national. En fait, elle va revenir un peu avec la question du point de détail de Jean-Marie Le Pen dans les années 80 quand il dit à la radio que en fait, les chambres à gaz seraient un point de détail de l'histoire et ça a créé tout un tollé. Mais ça a été une espèce de reminder un peu que cette question-là était une question sur laquelle il fallait essayer de ne pas trop aller, publiquement au moins, parce que bon, il y a évidemment toute la question de l'entre-soi où ces discours-là continuent d'exister évidemment dans les réseaux d'extrême droite. Mais on voit maintenant comment de plus en plus l'islamophobie devient une question qui est socialement acceptable de discuter. Donc en fait, le parti va investir cette question-là de plus en plus avec Marine Le Pen. Je pense que c'est un des changements qui est important de la transition entre Jean-Marie et Marine Le Pen. Donc en fait, comme ça, on voit les adaptations se font, selon moi, au gré des demandes et des sentiments de l'électorat un peu ciblé. Pour la question de la radicalité puis de l'évolution, en fait, moi, ce que je comprends, en fait, des partis populistes comme le Front national, c'est qu'à quelque part, ils deviennent des véhicules pour les mouvements d'extrême droite les plus radicaux sur lesquels ils s'accrochent à des moments où leur radicalité devient impossible d'être exprimée dans l'espace public. Donc, en fait, on a vu à travers l'histoire du Front national que c'est presque toutes les semaines, tous les mois, on a des exclusions pour des gens qui font des saluts nazis, qui ont des trucs incroyables d'une radicalité pas possible, mais que ces gens-là existent au Front national parce que les mouvements, les groupuscules les plus radicaux dans lesquels ils sont autrement n'ont pas de place pour exister. Mais on voit quand les contextes deviennent plus favorables à l'expression d'une radicalité qui est comme ça, on les voit sortir du Front national puis commencer à réexprimer cette radicalité-là. C'est vrai aussi non seulement pour le Front national, mais vous avez soulevé la question de Trump. En fait, on a vu tout ce phénomène-là se passer aux États-Unis également. Des gens comme Richard Spencer, comme les courants les plus un peu radicaux du alt-right, comme les Proud Boys et tout ça. C'est des gens qui sont foncièrement fascistes, mais des gens qui étaient plutôt des conservateurs près du Parti républicain, mais à des moments particuliers de l'histoire où ils commencent à avoir cette colère-là. En fait, on les voit réémerger comme ça. Donc, en fait, je pense que les partis nationaux populistes deviennent le véhicule sur lequel cette radicalité-là s'accroche et est un peu en latence jusqu'à des moments où elle peut s'exprimer plus frontalement, disons. Et oui, sur la question de la laïcité, en fait, ça aussi, on peut faire un parallèle avec les États-Unis. Moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir, par exemple, comment aux élections au début des années 2000, milieu des années 2000 aux États-Unis, la question du mariage gay, la question de la religion était centrale, puis comment elle a moins été dans les dernières campagnes de Trump. Et de la même façon, en fait, l'héritage catholique en France, c'est de moins en moins important pour la population. Donc, on l'a vu reculer des positions officielles de Marine Le Pen et du Front national, puis du Rassemblement national. Et ouais, c'est intéressant dans la perspective où la laïcité devient, encore une fois, c'est une espèce de 180 degrés, comme on l'avait fait sur l'économie, mais où, en fonction des contextes, les positions fluctuent et s'ajustent, en fait. Donc voilà, j'espère que ça répondait à vos questions. Oui, merci beaucoup. Antoine, si tu as des commentaires ou quelque chose à partager. Ben oui, dans le fond, je te remercie pour tes questions. C'est vraiment des
C'est vraiment des bonnes questions pour lesquelles j'ai pas nécessairement toujours les réponses là. Je pense que puis ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi à travers les discussions de l'après-midi. Là. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu il y a un enjeu définitionnel là autour de la question du populisme. Puis si on tente de définir la notion sur une base idéologique, on se retrouve à faire cohabiter des formations politiques au contenu programmatique si distinct qu'on est parfois un peu dans une impasse. Là. Donc, c'est sûr que c'est peut-être plus confortable de se limiter à une définition de style politique ou, comme tu le suggères, effectivement, à essayer d'en étudier les effets sociaux au-delà de contenus idéologiques ou programmatiques qui seraient transmis. Donc, je pense que ta suggestion est pertinente, puis que c'est une bonne piste de réflexion là, si on veut réfléchir à la question du populisme sur un plan conceptuel. Sur les mécanismes de circulation du populisme, ben moi j'ai étudié ces mécanismes de circulation au sein de l'espace académique. Donc, ce que j'ai pu trouver intéressant à ce titre, c'est de refaire un peu des trajectoires biographiques et académiques des importateurs de la notion de populisme au Québec. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant dans le cas québécois, c'est que c'est un espace tampon, un espace à la fois francophone, mais à la fois bien plus connecté que le champ académique français au débat anglo-saxon. Puis la question de auprès de qui on se compare est super intéressante. Donc de voir comment les espaces de comparaison peuvent être intra-canadiens, peuvent être au regard des États-Unis, ou au contraire, selon d'autres trajectoires académiques et biographiques, plus directement avec l'espace européen et avec la France. Donc ça prend effectivement d'étudier ça, mais ça prend d'étudier ces circulations en les réinscrivant dans les individus qui font circuler ça. Là. Les idées ne circulent pas toutes seules, elles circulent à travers des phénomènes sociaux là, qui doivent s'étudier comme tels. Quant à la question, quant à essayer de pousser ça dans le cadre de ma recherche doctorale, ben là, la question de la circulation, elle est plus complexe à objectiver parce que s'il y a bien des perméabilités entre le jeu politique tel qu'il est perçu, débattu, produit par les professionnels de la politique et les classes populaires, ce sont des perméabilités conditionnelles partielle. Ce qu'il y a d'intéressant par contre à faire, c'est d'étudier les ressources sociales de ces classes populaires pour qui les débats percolent. Donc qu'est-ce que ça prend pour quand même suivre l'actualité quand on fait partie de groupes sociaux qui sont présentés comme décapitalisés, distants du jeu politique, etc. Donc là encore, c'est une dimension du travail de la recherche que j'ai menée en thèse, mais que je n'ai pas pu présenter parce qu'il y a des limites de temps. Là, donc, mais c'est aussi un élément qui est intéressant. Quant à la question en fait, de l'outil sondagier et de ses limites, bon, les critiques des sondages, elles sont vraiment connues sur la capacité d'avoir des échantillons probabilistes auprès de groupes sociaux qu'on a du mal à rejoindre, etc., etc. C'est des critiques de toute façon sur lesquelles j'ai aucune légitimité académique. Moi, je suis un qualitativiste, je serais bien incapable de mener la critique sur ce terrain-là. Par contre, je pense que ce que mon travail peut éclairer modestement, c'est des formes de projection intellectualiste sur des groupes sociaux qui sont très éloignés des débats qui animent le champ politique et le champ académique. Et donc, c'est sûr que par construction, et ça vaut aussi pour les enquêtes qualitatives par entretien par ailleurs, là, par construction, on pose des questions d'une position et avec un certain point de vue. Et ça prend des formes d'immersion, des formes d'échange préalable pour être capable de reconstituer le jeu de langage, les manières de penser
le monde social qui permettent d'avoir des questions pertinentes qui font du sens pour ces enquêtés, pour être capable d'interpréter les réponses qu'on nous donne. Donc ça, c'est sûr qu'on n'est pas capable de le faire, qu'on est faiblement capable de le faire avec des techniques de sondage. Donc si par exemple, on prend pour universel des grands clivages que l'on juge répandus, là, il y a des travaux sur le clivage gauche-droite qui présentent le clivage comme universel à travers les espaces sociaux et à travers le monde. Le clivage gauche-droite n'est pas universel. Le clivage gauche-droite est un construit politique, plastique, perméable, et dans certains espaces sociaux, intellectuellement inexistant. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas avoir des positions qu'on peut qualifier a posteriori de droite ou de gauche. Et si on leur demande de se qualifier sur une échelle de 0 à 10 sur le clivage gauche-drodroite, ce n'est pas que les non-réponses qu'il faut prendre en considération, c'est aussi toutes les réponses de conformisme qui viennent complètement invalider la mesure qu'on a tenté de faire. Et donc, c'est sûr que cette forme de biais intellectualiste-là, je pense que c'est aussi une réserve qu'on doit avoir quand on mobilise ces données-là. Ça ne veut pas dire que c'est des données qui sont inintéressantes, bien au contraire, elles ont leurs vertus, elles ont leur capacité de monter en généralité, elles sont intéressantes et pertinentes à utiliser, mais elles ont leurs limites. Et je pense que mon travail peut les mettre en lumière ou les contextualiser de manière un peu différente. Pas que les données que j'ai pu récolter ne soient pas sans limite non plus, là. Comme toujours. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, je passe la parole maintenant au public pour poser des questions. Il nous reste environ 20 minutes pour des questions. Et je vois déjà la main de Denise levée, donc à vous la parole. C'est plus une question de curiosité très, très empirique. Vous parlez donc d'une méconnaissance totale et surtout d'une incapacité de comprendre les politiques suivant nos catégories ou ce qui sont les catégories du personnel politique. Alors ma question c'est, vous avez vraiment abordé ça, vous aviez dit que vous n'avez pas le temps, mais c'est qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous pensez qui serait utile pour améliorer ou créer cette littératie politique en un sens. Dans les cas des groupes qu'on est en train d'étudier, c'est affligeant, c'est effrayant le rapport au savoir. C'est un dédain, un refus de tout ce qui est savoir formel, de tout ce qui est savoir scientifique. Il y a même des grands passages élaborants contre la méthode scientifique et tout. Mais en même temps, on se rend bien compte qu'un des grands défauts attribués aux élites, c'est d'être éduqués. Donc, il y a un lien entre pouvoir et éducation, et comme ils n'ont pas le pouvoir, eh bien, ils refusent tout ce qui est éducation. Et ça crée des discours aberrants, d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment un problème de littératie politique, qui est un vieux problème que les révolutionnaires italiens et français avaient pointé en disant qu'il faut fabriquer les citoyens, si vous vous souvenez. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que depuis le temps qu'on raconte cours d'éducation civique à l'école, bon, tout ça est de la blague. Sur la question des sondages, pour simple information, on a un problème à peu près depuis 10 ans, StatCan le dit très clairement, les taux de réponse en général sont autour de 45%. Ce qui commence à poser de sérieux problèmes. Toutes les études et enquêtes faites par StatCan sur lesquelles s'appuient les politiques publiques. Donc c'est un problème sérieux, pas simplement de recherche. Pour les erreurs des sondages des élections américaines, apparemment l'explication jusqu'à présent, de ce que j'en ai vu, c'est que dans leur pondération, ils se sont totalement trompés parce qu'ils avaient dans leur échantillon totalement ignorer l'évolution de la composition ethnique du Parti républicain. Trump a doublé son vote noir entre 2016 et 2020. Il a doublé son vote de femmes noires. Il a augmenté son vote de Chicano, enfin d'hispanique, disons, surtout de Chicano. Et ça, les sondeurs ne l'avaient pas dans leur échantillon, donc quand ils ont pondéré, ils se sont complètement trompés. Antoine, je pense que les questions s'adressent surtout à toi, mais ou les commentaires, questions.
si tu veux. Oui, bah, sur la question de la littératie, je veux dire, je n'ai pas la prétention d'avoir de réponse à ça. Je pense que c'est une grosse question, en fait. Puis je pense que rendu là, c'est un peu se demander comment on fait pour que une démocratie représentative fonctionne bien, là. J'en sais rien. C'est sûr que on peut peut-être corréler ça quand même au, pour le coup, aux formes d'abandon politique et symbolique qui ont pu être étudiées par ailleurs, notamment en France, des classes populaires, de la part des partis politiques qui avaient vocation, ou du moins prétendaient les représenter. Donc, je pense aux travaux de Pudal sur le Parti communiste, je pense aux travaux de Savicki et Lefebvre sur le Parti socialiste. La moindre attention politique à incarner ce peuple-là, à lui parler, voire à le former dans les écoles du parti qui ont pu exister et ont pu être des instances de socialisation centrales au jeu politique légitime et institutionnel dans les années 60, 70 en France. Donc, il y a cet élément-là. Il y a aussi l'élément de la représentation. Donc, c'est ça. Sur lequel, voilà, sur lequel on va toujours achoper. Là. Mais sur la question plus spécifique du savoir et des rapports au savoir, ça c'est une question vraiment fascinante. Les formes d'opposition au savoir scientifique, au savoir légitime, c'est vraiment une question super intéressante. Puis ça, c'est une question que j'aimerais étudier davantage, notamment en réinscrivant ça aussi dans les trajectoires scolaires, les rapports à l'école qu'entretiennent ces personnes qui développent des rapports hétérodoxes au savoir et qui disent non, en fait, il y a une autre manière de dire le vrai et c'est moi qui l'ai. Et avec mes petits moyens, j'en arrive à ça. Là. Ça, c'est une question qui me semble tout à fait fascinante, mais je pense notamment à un sous-groupe d'enquêtés que j'ai pu étudier dont l'un des couples était vert, donc était voyant, avait des croyances paranormales, développait également des discours complotistes ou conspirationnistes par moment. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'ils avaient un groupe d'études du paranormal dans lequel ils se retrouvaient. Et il m'avait présenté les recherches qu'il menait. Et en fait, il y avait une véritable mimicraille de la méthode scientifique. Donc, ils essayaient de mettre en place des recherches par variables. Ils avaient des noms de groupes de recherche qui auraient pu être des noms tout à fait audibles pour un groupe de recherche légitime au sein de l'espace académique. Donc là, on voit aussi une forme d'ambivalence à ce refus du savoir scientifique, parce que il y a bien l'idée qu'on a accès à des modes de véridicité que même les dominants n'ont pas, et à la fois on est quand même dans une forme de réinvention et d'imitation de la construction d'un savoir pseudo-scientifique qui s'inspire de la science. Donc c'est aussi ça que je trouve intéressant, ces formes d'ambivalence-là, ces formes de rapport-là, et donc voilà, c'est quelque chose effectivement sur lequel j'aimerais travailler par la suite. Voilà, merci pour ces questions. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question nous provient de Stéphane. Merci, Émilie. Alors, ma question va s'adresser à Olivier. Merci beaucoup, j'ai trouvé ça passionnant. Je vais faire une remarque et ma remarque débouchera sur ma question. D'accord ? La remarque, c'est que la présentation de la thèse de l'immunité de la France par rapport au fascisme, il faut signaler, pour bien que tout le monde comprenne, ce n'est pas l'absence totale de fascisme dans l'histoire française. Je sais que vous n'avez pas eu le temps d'en parler, etc. Mais c'est l'absence d'un fascisme de masse. Les historiens reconnaissent que dans le francisme de Bucard, chez Georges Valois, dans le cercle Proudhon, il y a eu des groupuscules, des mouvements fascisants en France, hein, surtout par imitation, etc. Mais comme vous le savez, ça tourne par exemple surtout autour de la nature des Croix de Feu, puis du Parti social français de Larocque, etc. Est-ce que c'est du fascisme, pas du fascisme? Sternel
a eu tendance, comment dire, à écraser le débat, parce qu'évidemment, pour lui, même les personnalistes à la Mounier, d'une certaine manière, toute troisième voie entre capitalisme et communisme tendait vers une fascisation de la pensée. Donc, je ne dis pas que Griffin tombe dans le même piège, mais disons que Sternel a eu quand même une perspective radicale sur ce qui s'est passé en France, mettons, du boulangisme jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ceci étant dit, ça m'amène à ma question. La présentation, à mon avis, justifiée d'une continuité entre Ordre Nouveau, qui est clairement fasciste, nationaliste révolutionnaire, pour employer les mots à l'époque, puisqu'ils utilisaient ça, mais de manière instrumentale pour ne pas se dire fasciste, entre Ordre Nouveau et la création du Front National, ils vont chercher justement des notables, ils vont chercher Le Pen, etc., qui est considéré comme un poujadiste national, comme un conservateur à l'époque. Donc pas du tout un nationaliste au sens fascisant. Ça a une implication. On parle d'un parti qui a 50 ans d'existence. Donc, j'allais vous demander, que faites-vous de l'historicité dans ces 50 ans d'existence? Parce qu'en 78, quand les solidaristes rentrent au Front National, ils expulsent le Parti nationaliste français de Bousquet, de Poty, etc. Et quand les solidaristes demandent à Le Pen de parler d'immigration, Le Pen ne veut pas. Pendant 4-5 ans, Le Pen refuse de parler d'immigration comme motif, j'allais dire, électoraliste. Lui, il s'en tient à l'anticommuniste. Comme vous l'avez dit, il devient quasiment réganien, thatcherien au moment de la révolution libérale des années 80 et il ne veut pas parler d'immigration. Alors, je veux dire, tout ça, ça fait partie d'une genèse où le fascisme en France, si on considère que c'est un mouvement, quand il réussit, Ordre Nouveau, c'est 3000 personnes, 3500 personnes, donc c'est vraiment groupusculaire. On pourrait dire que pour réussir, dès Dreux, c'est 83, quand ça augmente, etc., ben, forcément, je veux dire, alors, toute la question, c'est est-ce que c'est une euphémisation instrumentale, comme vous avez tendance à le dire, ou est-ce que c'est un masque, un voile, etc., ou est-ce que la nécessité de la notabilisation, d'entrer dans le jeu démocratique, modifie en profondeur, dès avant Marine Le Pen, on pourrait dire, mais bon, il y a des résistants aussi au Front National. Il y a Emerdinger, il y a eu Olindre, etc. Il y a Georges Bidault qui vient du Conseil national de la résistance. Donc, il y a des gens qui, évidemment, alors il y a le passage par l'Algérie française, bien sûr, mais tout ça fait une histoire compliquée où les catholiques ont été très minorisés, en passant, pour reprendre quelque chose tout à l'heure, et jamais les catholiques pratiquants n'ont voté Front National en France. C'est les catholiques croyants, non pratiquants, c'est la droite traditionnelle qui... Donc, je veux dire, ma question, est-ce que l'historicité ici ne vous pousse pas, disons, à nuancer le critère de fascisme général pour... Alors, est-ce que le national-populisme est pour vous, je vous demande votre thèse, est-ce que c'est un oripeau du fascisme ou bien est-ce qu'on peut quand même induire par rapport à la démocratie, par rapport à la palingénésie, parce que franchement, est-ce qu'il y a volonté de construire un homme nouveau au Front National? Ça pose quand même question ici. Enfin, j'aimerais discuter avec vous très longtemps et excusez-moi pour la longueur de la question, mais j'espère qu'on pourra le faire en dehors de ce colloque. Merci. Olivier? Oui, merci pour la question. Déjà, c'est évidemment des questions intéressantes qui nécessiteraient des réponses assez longues, je pense. Mais oui, évidemment, bon, sur la question de l'historiographie, c'est sûr que j'ai pas pu refaire toute la panoplie depuis Raymond jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, il y a eu les questions de nébuleuses fascistoïdes, comme vous l'avez très bien dit, Larocque, certaines des ligues. On a souligné l'antiparlementarisme des ligues et cette espèce de climat-là autour des années 30 qui pouvait évidemment être lié au fascisme, mais c'était l'idée à l'époque qu'un fascisme, pour être considéré comme tel, devait être abouti. Donc après, on tombe dans les 5 étapes de Paxton, donc il devait en fait prendre le pouvoir, devenir un parti totalitaire. Donc évidemment, ces choses-là ne sont pas passées en France, donc d'où l'idée d'immunité. Mais oui, clairement, ces questions-là sont importantes et plus complexes que que de la façon dont je les ai présentées. Mais oui, la question de Griffin, en fait, justement, selon moi, en fait, c'est pour pallier à cette question-là, en fait, plutôt que d'avoir à dire est-ce que c'est un fascisme, oui ou non, est-ce que c'est, tu sais, dans l'espèce d'idée de ce que je disais, cette dichotomie qualifiante-disqualifiante-là, au final, ce qu'elle ouvre, c'est l'espèce de parapluie qui englobe les mouvements d'extrême droite, qui fait de l'extrême droite un ensemble fluide, puis adaptatif, puis évolutif, et qui, ça, en fait, permet de lier des partis et des mouvements qui, évidemment, ne se sont jamais transformés en partis totalitaires
à l'historique des partis de ceux qui se sont en fait effectivement transformés comme en partis totalitaires qui ont existé dans une réalité fasciste, politique, étatique, palpable. Donc, ouais, après, bon, la question de l'historicité au Front National, c'est sûr que c'est compliqué. Par contre, sur la question de l'immigration, il faut quand même savoir que la première campagne de toute du Front National, le slogan, c'était « Halte à l'immigration sauvage » et c'était le grand, le slogan, le sujet, en fait, de toute la campagne pour les législatives de 73, je pense, et qui a été celle du premier congrès à la fois du Front National et du congrès de cette année-là d'Ordre Nouveau. Donc, oui, après, il y a eu des changements, comme vous l'avez très bien démontré. Mais ces questions-là existaient aussi au Front National dès les débuts. Finalement, pour la question, en fait, de est-ce que bon, vous avez parlé de palingénésie, l'espèce de création d'un homme nouveau au sein du Front National. Ça, je l'accorde volontiers. En fait, ça disparaît des conceptions du Front National, en particulier dans les années 80 et après. Bon, évidemment, c'est complètement évacué dans l'incarnation du Rassemblement national de Marine Le Pen, mais c'était quand même central au moment de la formation. Donc après, moi, en tant qu'historien, dans la thèse que j'ai faite, c'était sur cette partie-là qui est évidemment assez courte, mais au moment de la création du Front National, cet idéal palingénésique-là, en fait, de se projeter dans un futur alternatif, de renverser la société, le régime, est évidemment présent. C'est l'objectif final. En fait, il y a toute une espèce de plan décrit sur comment arriver à mettre en place l'État nationaliste, ce que ça voudrait dire. Et dedans, il y a toute une espèce de description, en fait, qui est presque point par point de ce que serait la modernisation de l'État dans une perspective fasciste, de conception de la modernité par la décadence plutôt que par le progrès, qui est identique à ce qu'on a décrit des fascismes des années 20, et évidemment tout en appelant ça nationaliste révolutionnaire pour ne pas avoir l'étiquette fasciste. J'aimerais aussi revenir sur quelque chose qui était plutôt sur la question d'Antoine, qui me paraissait intéressante. C'est drôle parce que sur la période que moi j'étudie, au contraire, l'espèce de manque de littératie politique, c'est plutôt quelque chose qu'Ordre Nouveau proposait de combler, en fait, inspiré un peu de Gramsci dans cette espèce de combat métapolitique-là, d'essayer de gagner les masses, et évidemment de la nouvelle droite qui se développe parallèlement à l'arrivée de ces mouvements-là. Et dans la continuité de Jeunes Nations et de la FEN, eh bien, au contraire, en fait, le premier Front National et Ordre Nouveau vont tous les deux avoir une espèce de volonté de mettre en place une vraie production idéologique qui serait basée sur une espèce d'imitation des façons de faire du monde académique, avec bon, plus ou moins de succès. Pardon. Ça a évidemment créé une espèce de pseudo-science qui est assez facilement réfutable, mais quand même, il y avait l'organisation de colloques, de spécialistes, de chercheurs. Donc, on voyait évidemment le nom, le GRES, le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne, qui est le think tank de la nouvelle droite, va être l'exemple le plus probant en fait, de cette volonté-là. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment même au sein de l'extrême droite et des mouvements populistes, et bien, en fait, ça aussi, ça a changé, ça a évolué. On est devenu maintenant dans une espèce de rejet un peu de cette perspective un peu académique puis intellectuelle. En tout cas, j'espère que ça répond aux questions. Il y avait beaucoup de questions et beaucoup de trucs soulevés. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire. Hein, on peut rester en contact et en parler plus longuement. Ça me ferait très plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Alors, nous avons en ce moment 2 questions-commentaires qui sont alertées. Donc, la première question vient de la part de Guillaume et ensuite Olivier Audet. Et je propose qu'on aborde ces questions-commentaires d'abord et ensuite on donne la parole aux intervenants de commenter sur ces 2 questions-commentaires. Alors, Guillaume. Écoute, je pense qu'on a déjà bien travaillé, fait que je vais passer mon tour, je vais laisser la parole à Olivier. D'accord. Le problème, c'est que moi aussi, en fait, je suis dans la même position. J'allais passer mon tour, donc j'allais ou bien utiliser le temps de Guillaume pour trouver autre chose à amener ou bien passer mon tour. Donc, je passe mon tour, malheureusement. OK. OK, bien écoutez, je peux y aller avec une petite question pour Antoine. Antoine sait que je trouve son terrain extrêmement intéressant, évidemment. On a parlé un peu de ce qu'il pourrait faire plus tard, puis le prochain terrain dont on avait parlé, je ne le dirai pas, ça va être un secret, Antoine, je ne révélerai pas le prochain terrain qui serait très intéressant.
je suis pas certain d'accepter toute la portée de la critique, par exemple, ou en tout cas, je suis pas certain que la critique n'est pas déjà un peu prise en compte chez les spin doctors des partis politiques. Je pense qu'ils savent déjà relativement bien que quand ils s'adressent à une population électorale, les gens n'ont pas approchent pas les choses comme un politologue, évidemment. Tu sais, c'est vrai qu'il peut y avoir ce biais intellectuel-là, mais je me demande si justement ce que le genre de travail que tu fais permettrait pas de faire ou permet pas de faire aux politiciens ou aux attachés politiques, c'est justement d'aller trouver les hot buttons ou des codes qui permettent de rejoindre une partie de la population. Tu sais, je pense aux enquêtes de partis politiques, des fois, qui demandent aux gens, est-ce que vous allez chez Tim Hortons ou chez Starbucks? Il y a une idée derrière ça. Tu sais, ça réfère à quelque chose. La même chose quand Stephen Harper avait boycotté, je ne me souviens plus si c'était une réunion de la francophonie ou de l'ONU, mais pour aller inaugurer un Tim Hortons en Ontario, c'était tout à fait réfléchi. Il y avait vraiment une démarche derrière ça. Toujours Stephen Harper, j'ai juste lui en tête en ce moment, mais à un moment donné, il s'était fait prendre à citer Éric Salvaille. Moi, je pense que c'est quelqu'un qu'on ne peut plus citer aujourd'hui, mais là encore, en citant Éric Salvaille, il allait chercher une partie de l'électorat. Et donc, je pense que toute l'étude du dog whistle ou les stratégies de dog whistle pourraient être vraiment enrichies par ton approche, en fait. Je me demande ce que tu penses de cette avenue-là. C'est super intéressant. Puis dans le fond, j'ai un peu forcé le trait par souci d'efficacité pour transmettre l'idée principale. Mais à la fois, je suis conscient qu'il y a des stratégies politiques des partis politiques à l'égard des classes populaires. Là. On a vu Marine Le Pen sur un bateau de pêcheurs en 2017. Je pense que je pense que le message était clair. Et puis, et ce sont des stratégies pensées. Et en fait, il y a aussi des études positivistes du rapport ordinaire aux politiques. Donc, des études super mainstream du comportement électoral qui cherchent justement à, par exemple, les travaux sur les cues, sur les heuristiques en comportement électoral, on peut les lire comme des manières d'étudier des rapports ordinaires aux politiques. Est-ce que c'est parce qu'il y a des stratégies d'appel au peuple ou est-ce que c'est parce qu'il y a une attention à ne pas... est-ce que parce qu'il y a une attention, ça veut dire que l'objectif est réussi? Ça, c'est moins certain. Mm-hmm. Donc, par exemple, je ne sais pas dans quelle mesure ces stratégies politiques d'appel au peuple ou de rejoindre le peuple fonctionnent de manière si efficace que les spin doctors le souhaiteraient. Je ne sais pas si c'est par ces stratégies-là qu'on arrive à dépasser cette forme de perméabilité, cette forme de porosité sélective, en fait, par rapport oblique aux politiques que j'essayais de mettre en avant dans le cadre de la présentation. De la même manière que les études du rapport ordinaire aux politiques qui ont été pensées de manière déductive sont elles aussi fragiles. Les heuristics, en fait, c'est vraiment centré sur une ontologie d'un rapport instrumental et rationnel au savoir qui fait sans doute peu de sens au regard des manières ordinaires de construire ou de ne pas construire son positionnement électoral en milieu populaire. Donc, je pense qu'il y a des nuances à apporter dans la manière dont j'ai présenté le biais intellectualiste. Ça, je suis bien d'accord. Et en fait, cette dimension-là, de ces tentatives, avortées ou non, réussies ou non,
d'accrochage de ces groupes sociaux que l'on sait distants, que l'on sait plus portés à ne pas se prononcer, à ne pas se déplacer au moment de voter. Je trouve ça super intéressant. C'est vraiment quelque chose. J'ai même pensé à un moment faire ma thèse là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Bon, je sais pas si la nuance que j'apporte répond un peu à la question par la bande, mais... Merci Antoine. Olivier nous est revenu avec un tout petit commentaire puisqu'il nous reste plus de temps, mais on peut réaborder le commentaire demain matin aussi. Mais Olivier, je te donne la parole et ensuite Oui, on je va voudrais faire conclure. ça vite et puis ça ne nécessite pas nécessairement de réponse. Je crois qu'on pourrait toujours en discuter plus tard. C'est par rapport au savoir et la question, on a abordé un peu les théories conspirationnistes, ce genre de choses-là, leur rapport assez particulier à la méthode scientifique, le savoir, tout ça. Et puis, je pensais aussi aux documentaires un peu conspirationnistes ou parfois populistes aussi, il s'en fait un peu à tous les types, et qui sont souvent tout à fait frauduleux, mais qui se donnent souvent des airs scientifiques ou des airs de sérieux. J'ai vu récemment, je sais qu'il y a des trucs de Flat Earther, donc là, qui aussi sont, tous ces milieux-là, que ce soit Flat Earther, même le géocentrisme, ils ont toujours des accointances avec l'extrême droite, presque toujours. Et puis, j'en ai même vu un récemment où ils ont carrément floué des scientifiques qui ont interviewé sous des faux prétextes et ont utilisé des entrevues de scientifiques connus dans un documentaire qui poussait un point de vue géocentriste, donc où le Soleil tourne autour de la Terre et puis tout ça. Donc, c'est vraiment un rapport assez particulier à la scientificité. Puis, il y a tout le rapport de l'escroquerie aussi, qui est c'est moins du niveau des personnes, au niveau des électeurs, disons, plutôt au niveau des intellectuels qui produisent du contenu de ce côté-là. Mais ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Si on parle des théories du complot, de choses comme ça qui sont un peu plus extrêmes ou qui sortent un peu du seul thème du populisme, c'est quand même un truc assez intéressant dans le rapport au savoir. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut en discuter demain dans le contexte du panel sur l'interdisciplinarité. C'est une manière d'y penser. Sinon, je passe la parole à F.A. ou à Guillaume. Si vous voulez conclure pour la journée, je vous passe la parole. Hey, merci beaucoup, Émilie, et merci beaucoup tout le monde. C'était une longue journée, mais je pense qu'on a beaucoup appris et c'était une excellente série de conversations. Donc, je vous remercie pour cela. Et on est chanceux parce qu'aujourd'hui, on a fini avec Émilie, mais demain matin, on recommence avec Émilie. Donc, panel 5, demain matin, ça va être sur le populisme québécois. Et après, il y a sur Modi et Erdogan, les noms synonymes avec le populisme. Et aussi, à l'après-midi, le 7e panel, c'est l'interdisciplinarité dans l'étude du populisme. Et finalement, ça va être, la dernière séance, ça va être sur le populisme en Amérique du Nord. Je vous remercie encore tout le monde et j'espère vous voir sur Zoom demain matin. Guillaume et Jamila, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'est ça. Merci beaucoup à tous d'être ici. Et puis, j'ai beaucoup de questions. Je pense que je vais en contacter certains personnellement parce que ça a suscité beaucoup de choses en moi. Mais merci beaucoup et je vous revois de toute façon demain matin. Parfait. Moi, je rajoute rien. Je suis en train de m'éteindre, comme vous le voyez. Alors, à demain. Bonne soirée. À demain.